Une semaine avant la fête de fiançailles de mon frère, mon père a dit, « Tu ne viens pas, nous n'allons pas nous ridiculiser avec toi. » Il m'appelait l'échec de la famille. 2 jours plus tard, mon frère m'a vu dans l'entreprise et a ri, « Qu'est-ce que tu fais ici, tu postules pour un emploi. » Sa fiancée s'est figée. Je m'appelle Sarah Whitmore. J'ai 34 ans. Et une semaine avant la fête de fiançailles de mon frère, j'étais dans mon bureau en train d'emballer un cadre photo en argent que je lui avais acheté lorsque mon père a appelé et a dit, « Tu ne viens pas. Nous n'allons pas nous ridiculiser avec toi. » Pendant plusieurs secondes, j'ai honnêtement cru que je l'avais mal entendu. Puis il l'a répété, plus lentement cette fois, comme s'il parlait à un enfant qui ne pouvait pas comprendre des instructions simples. Selon lui, des clients importants, des parents riches et des personnes respectées du secteur de mon frère seraient présents. Il a dit que ma carrière incertaine et mon passé d'échec susciteraient des questions embarrassantes. J'ai baissé les yeux sur le cadeau entre mes mains pendant qu'il expliquait que mon absence serait plus simple pour tout le monde. Avez-vous déjà réalisé que votre famille n'avait pas honte de quelque chose que vous aviez fait, mais de la personne qu'ils avaient décidé que vous étiez? Je n'ai pas discuté. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais bâti au cours des 4 dernières années, ni quelle signature attendait sur mon bureau, ni pourquoi 3 chaînes d'information régionales m'avaient demandé des interviews ce matin-là. J'ai simplement dit que je comprenais et j'ai mis fin à l'appel. 2 jours plus tard, mon frère est entré dans le siège d'une entreprise, m'a vu près de la salle de conférence de la direction et a ri. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu postules pour un emploi. » La femme à côté de lui s'est arrêtée si brusquement que le dossier qu'elle tenait à la main s'est ouvert. Elle l'a regardé fixement, puis m'a regardé. « Non, chérie, a-t-elle murmuré. C'est ma patronne. » C'est à ce moment-là que le sourire de mon frère a disparu. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il a tout perdu. Cela est venu plus tard, après que j'ai découvert ce qu'il avait fait dans mon dos. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous regardez et quel temps il fait chez vous. Je veux savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Pendant la plus grande partie de ma vie, ma famille a traité le succès comme quelque chose qui devait paraître impressionnant de l'autre côté d'une table de dîner. Mon frère, Michael Whitmore, comprenait parfaitement cette règle. Il portait des costumes sur mesure, conduisait des voitures qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre et se présentait comme conseiller principal en assurance commerciale avant même d'avoir obtenu la promotion. Notre père, Richard, répétait le titre professionnel de Michael à chaque réunion de famille comme s'il l'avait personnellement gravé sur un trophée. Notre mère, Diane, gardait ses interviews de magazines sur le réfrigérateur. Ils n'ont jamais demandé quelle part de l'image soignée de Michael était bâtie sur de l'argent emprunté, des faveurs des partenaires de golf de notre père et le travail non rémunéré de personnes qu'il considérait comme inférieures à lui. Je le savais parce que j'avais été l'une de ces personnes. 6 ans plus tôt, lorsque Michael se préparait pour son examen de licence, j'avais passé 3 mois à organiser ses notes, à constituer des dossiers de pratique et à vérifier les modèles financiers qu'il présentait à son cabinet. La nuit précédant son entretien, il a paniqué et m'a demandé de réécrire sa présentation d'analyse des risques. Je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin pour la corriger. Il a obtenu la promotion. Lors du dîner de célébration, notre père a levé son verre et a félicité Michael pour avoir tout accompli sans aide. Michael m'a regardé droit dans les yeux et n'a rien dit. J'ai appris quelque chose cette nuit-là. Certaines personnes n'oublient pas qui les a aidées. Elles comptent simplement sur le fait que cette personne gardera le silence. À l'époque, je travaillais comme coordinatrice des opérations d'urgence pour un réseau hospitalier au Colorado. C'était un travail sans prestige impliquant les itinéraires d'évacuation, les pannes de courant de secours, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la planification d'urgence pour des catastrophes que personne ne voulait imaginer. Mes parents appelaient cela du soutien administratif. Michael m'appelait la femme au presse-papier. Puis un incendie de forêt poussé par le vent a forcé 2 établissements médicaux à évacuer en quelques heures. Un hôpital n'avait pas de plan de transport fiable pour les patients nécessitant de l'oxygène, une dialyse ou des médicaments à température contrôlée. J'ai aidé à coordonner des bus, des générateurs mobiles, des stockages d'urgence et des sites de traitement temporaire. Nous avons déplacé chaque patient en toute sécurité. L'expérience m'a changé. J'ai réalisé que des milliers de cliniques, de maisons de retraite, d'entrepôts et de petites usines avaient des plans d'urgence qui n'existaient que sur le papier. Lorsque la catastrophe survenait, ils découvraient trop tard que personne ne savait quoi faire. C'est ainsi qu'Amberlin Recovery Group a commencé. J'ai quitté mon emploi stable,
utilisé presque toutes mes économies et me suis associé à Lena Brox, une ancienne ingénieure en structure qui avait passé des années à évaluer des bâtiments après des inondations et des incendies. Nous n'avons pas créé une application ou vendu un produit à la mode. Nous avons aidé des organisations à survivre à leur pire journée. Nos équipes ont conçu des systèmes d'évacuation, formé des employés, audité les infrastructures de secours, coordonné les fournisseurs d'urgence et restauré les opérations après des incendies, des tempêtes, des cyberattaques et des pannes de services publics. Durant notre première année, je travaillais depuis une chambre louée au-dessus d'une imprimerie fermée. Ma famille a vu l'adresse temporaire sur une enveloppe et en a conclu que j'avais jeté une carrière respectable pour devenir une consultante en difficulté. Je les ai laissés le croire. J'avais passé trop d'années à me justifier auprès de personnes déterminées à ne pas me comprendre. 4 ans plus tard, Amberlin employait 86 personnes dans 3 États. Nous avions aidé une entreprise de transformation alimentaire à rouvrir 9 jours après un incendie électrique majeur, reloger 200 résidents de maisons de retraite lors d'une crue soudaine et empêcher une chaîne de pharmacies régionales de perdre des millions de dollars en médicaments thermosensibles. La semaine où mon père m'a banni de la fête de fiançailles, nous finalisions l'acquisition d'une plus petite société de renseignement sur les risques. L'accord doublerait notre base de clientèle d'entreprise et ferait d'Amberlin l'une des entreprises de redressement privé à la croissance la plus rapide de la région. Seuls quelques cadres connaissaient les détails, y compris notre directrice de la stratégie client nouvellement embauchée, Jessica Bennett. J'avais rencontré Jessica 3 mois plus tôt lors d'une négociation de contrat. Elle était vive, calme sous la pression et peu disposée à promettre aux clients quoi que ce soit que nous ne pouvions pas livrer. Je l'ai embauchée après l'avoir vu défier une salle pleine de cadres supérieurs qui voulaient cacher une défaillance de sécurité dans un entrepôt au lieu de la réparer. Ce que je ne savais pas lors de nos 2 premiers entretiens, c'est qu'elle sortait avec mon frère. Elle utilisait son nom professionnel, Jessica Bennett. Et Michael n'avait jamais montré assez d'intérêt pour mon travail pour savoir qui faisait partie de mon équipe de direction. Le temps que Jessica et moi découvrions le lien, elle avait déjà accepté le poste. Nous avons convenu de garder notre relation familiale séparée du travail. Elle semblait gênée que Michael n'ait jamais mentionné ce que je faisais. Je lui ai dit que je n'étais pas surprise. 2 jours après l'appel de mon père, Jessica a amené Michael à notre siège social car il rencontrait un coordinateur de salle à proximité. Il est entré dans le hall pendant que je passais en revue les plans de rénovation avec notre directeur des opérations. Michael a regardé le logo d'Amberlin derrière le bureau de la réception, puis mon simple tailleur bleu marine, et a ri. « Qu'est-ce que tu fais ici, tu postules pour un emploi ?» Plusieurs employés se sont tournés vers nous. Jessica s'est figée. « Non, chérie, dit-elle doucement. C'est ma patronne. » Le visage de Michael a changé, mais seulement pour une seconde. Puis il a souri à nouveau et a prétendu que tout l'échange était une blague. Ce qu'il a fait ensuite a révélé quelque chose de bien pire que de l'embarras. Ses yeux sont passés du badge de cadre de Jessica au dossier d'acquisition confidentiel entre ses mains. Il a reconnu le nom de l'entreprise imprimé en haut, et j'ai vu le calcul remplacer la surprise. Michael s'est rapidement ressaisi car le charme avait toujours été sa forme préférée de gestion des dommages. Il a ri, a posé une main sur sa poitrine et a dit « D'accord, vous m'avez eu. Sarah ne nous dit jamais rien. » L'implication était claire. J'avais caché mon succès, donc son ignorance était en quelque sorte de ma faute. Jessica n'a pas ri. Ni les employés près de la réception. Je me suis avancé et j'ai tendu la main comme si Michael était n'importe quel autre visiteur. Bienvenue chez Amberlin. Tous les invités doivent s'enregistrer. Sa mâchoire s'est crispée. Il a rempli le formulaire de visiteur tout en posant des questions qui semblaient décontractées mais ne l'étaient pas. Depuis combien de temps occupions-nous le bâtiment? Étions-nous propriétaires de l'immeuble? Combien de clients avions-nous? Jessica était-elle responsable des grands comptes? Il a même jeté un autre coup d'œil au dossier et a demandé si la cible de l'acquisition était un nouveau client. Jessica a fermé le dossier et lui a dit que le contenu était confidentiel. La fierté de Michael pouvait tolérer ma survie, mais pas mon autorité. C'était une chose que l'échec de la famille gagne tranquillement sa vie. C'en était une autre que j'emploie la femme qu'il prévoyait d'épouser. Il a demandé une visite et j'ai refusé car il n'avait aucune raison professionnelle d'entrer dans les zones de travail sécurisées. Son sourire s'est fait plus mince. Tu te prends toujours très au sérieux, à ce que je vois. J'ai répondu, je prends la confidentialité des clients au sérieux.
Tu devrais comprendre cela dans l'assurance. Le commentaire a frappé plus fort que je ne le pensais. Son cabinet vendait une couverture commerciale à plusieurs industries que nous servions, et la discrétion professionnelle était censée être le fondement de son travail. Après le départ de Michael, Jessica est restée dans mon bureau. Elle s'est excusée pour son comportement, bien que rien de tout cela ne soit de sa responsabilité. Puis elle a demandé pourquoi ma famille croyait que j'étais sans emploi. J'ai expliqué qu'il savait que j'avais lancé une entreprise de conseil, mais qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre son nom. Chaque fois que je mentionnais des contrats ou une expansion, mon père changeait de sujet pour parler des commissions de Michael. Ma mère m'a demandé une fois si j'avais envisagé de retourner à un véritable emploi. Au dîner de famille, Michael me décrivait comme quelqu'un qui expérimentait encore avec une idée d'entreprise. Les corrigés avaient commencé à ressembler à une demande de permission d'exister. Jessica avait l'air troublée. Il m'a dit que tu changeais constamment de carrière et que tu refusais l'aide de tout le monde. Cette phrase m'est restée. J'ai demandé ce qu'il lui avait dit d'autre. Selon Michael, j'étais impulsive, jalouse de son succès et financièrement instable. Il prétendait que nos parents m'avaient proposé à plusieurs reprises de m'aider, mais que je les avais rejetés parce que j'en voulais à la famille. Rien de tout cela n'était vrai. Mes parents n'avaient jamais investi $1 dans Amberlin. Le seul argent que j'ai jamais reçu d'eux était un prêt de $2000 pour l'université communautaire quand j'avais 19 ans, que j'ai remboursé en un an. Pendant ce temps, notre père avait présenté à Michael ses premiers clients, payé la compte sur son appartement et couvert discrètement 2 investissements ratés. J'ai dit à Jessica qu'elle devrait me juger sur ce qu'elle voyait, pas sur ce que Michael ou moi disions. Elle a hoché la tête, mais le doute dans son expression avait changé de direction. 3 jours plus tard, Amberlin devait faire une présentation au Rocky Mountain Resilience Forum, où les dirigeants municipaux, les assureurs, les administrateurs d'hôpitaux, les fabricants et les professionnels de la gestion des urgences se réunissaient pour évaluer de nouveaux partenariats de réponse aux risques. La conférence était importante car notre acquisition dépendait de la conclusion d'un accord pluriannuel avec une coalition de systèmes de santé régionaux. Perdre ce contrat ne ferait pas tomber Amberlin, mais cela pourrait retarder l'expansion d'1 an. Jessica dirigeait la partie de la présentation sur la stratégie client. Lena expliquerait notre modèle de réponse en ingénierie. Je présenterai la proposition de clôture. La nuit précédant le forum, un courriel anonyme a atteint 3 dirigeants de la coalition. Il accusait Amberlin de falsifier les temps de réponse, d'utiliser des entrepreneurs sans licence et de dissimuler un incident de travail lors d'un projet de redressement d'entrepôt. En pièces jointes se trouvaient des captures d'écran, des documents d'apparence interne et une déclaration prétendument rédigée par un ancien employé. Les allégations étaient suffisamment détaillées pour paraître crédibles et parfaitement synchronisées pour créer la panique avant notre présentation. Un représentant de la coalition a annulé une réunion privée. Un autre a exigé un examen indépendant. En 1 heure, des chuchotements parcouraient l'hôtel de la conférence. Lena voulait publier un démenti public immédiat. Notre avocat nous a conseillé d'attendre de pouvoir identifier la source. J'ai plutôt étudié les documents joints. Au début, il semblait convaincant. Puis, j'ai remarqué qu'une affirmation faisait référence à un fournisseur d'urgence que nous avions cessé d'utiliser 18 mois plus tôt. Une autre incluait une terminologie copiée d'un rapport de risque d'assurance, et non d'un dossier de redressement opérationnel. Quiconque avait créé le dossier comprenait la couverture commerciale, mais ne comprenait pas comment Amberlin documentait les incidents sur le terrain. Jessica se tenait à côté de moi pendant que je comparais les horodatages. Son visage a lentement perdu sa couleur. Une pièce jointe montrait le nom d'une cible d'acquisition confidentielle. Cette information n'était apparue que dans le dossier que Michael avait vu dans notre hall. Sarah, dit-elle, à peine plus fort qu'un murmure. Michael m'a posé des questions sur cette entreprise hier soir. Elle a expliqué qu'il avait fait semblant d'être curieux à propos de son nouveau travail. Il a demandé si Amberlin était financièrement assez solide pour acquérir une autre entreprise, si le contrat de la conférence était essentiel et quels assureurs couvraient nos opérations. Elle avait refusé de répondre, mais il en savait déjà assez pour enquêter. Au forum le lendemain matin, Michael est apparu dans la section VIP représentant son courtage d'assurance. Son cabinet conseillait une entreprise de redressement concurrente qui convoitait le même contrat de système de santé. Il s'est assis au premier rang à côté de 2 associés principaux, avec l'expression de quelqu'un qui attend qu'un bâtiment s'effondre. Lorsque je suis monté sur scène,
un modérateur m'a interrompu avant que je puisse commencer. Il a annoncé que de graves allégations avaient été soulevées concernant le bilan de sécurité d'Amberlin et m'a demandé si je souhaitais reporter la présentation. Tous les visages se sont tournés vers moi. Michael s'est penché en arrière et a croisé les bras. Il s'attendait à ce que je batte en retraite. Au lieu de cela, j'ai placé les documents anonymes sur le pupitre et j'ai dit « Non, j'aimerais y répondre maintenant ». J'ai dit au public que la gestion de crise exigeait plus que des plans bien ficelés. Elle exigeait de la clarté lorsque la peur rendait le silence commode. Puis j'ai affiché les accusations sur l'écran derrière moi, une par une. Je ne les ai pas niées avec émotion ni ne me suis plainte d'être ciblé. J'ai montré des preuves. L'incident d'entrepôt prétendument non signalé avait été documenté auprès de l'État, du client et de l'assureur en 43 minutes. Le travailleur a reçu un traitement pour une légère tension physique et a repris le travail après autorisation médicale. Les entrepreneurs prétendument sans licence étaient des spécialistes certifiés opérant sous des permis visibles dans les registres municipaux publics. Les temps de réponse n'avaient pas été modifiés. L'expéditeur anonyme avait comparé les heures d'envoi avec les heures d'arrivée en omettant l'autorisation de sécurité obligatoire du client. Puis l'ENA a démontré que 2 des rapports internes joints utilisaient un formatage qu'Amberlin n'avait jamais utilisé. Notre avocat avait obtenu des métadonnées montrant que les fichiers avaient été créés la veille au soir sur un logiciel sous licence d'un courtage d'assurance commerciale. Nous n'avons pas encore nommé le courtage, mais plusieurs personnes dans le public ont immédiatement regardé vers la table de Michael. Un de ses associés principaux a arrêté de prendre des notes et s'est tourné vers lui. La salle était devenue si silencieuse que je pouvais entendre le clic de la télécommande de la présentation dans ma main. Quelqu'un s'attendait à ce que ces allégations nous effraient et nous poussent à nous retirer, ai-je dit. Mais une entreprise chargée de guider les autres à travers les catastrophes ne peut pas fuir les siennes. J'ai annoncé qu'Amberlin avait déjà demandé un examen forensique et fournirait les résultats à chaque participant de la conférence. Jusqu'à ce que cet examen soit terminé, nous divulguerions volontairement tous les dossiers de sécurité pertinents. Le président de la coalition m'a remercié et a permis à la présentation de continuer. Pendant les 40 minutes suivantes, notre équipe a expliqué comment Amberlin pouvait maintenir les hôpitaux en activité pendant les incendies de forêt, les cyberattaques, les pénuries de carburant et les pannes de courant régionales. Jessica a présenté une stratégie pour protéger les patients vulnérables lors des évacuations. Lena a montré des chronologies de redressement réels. J'ai conclu avec une proposition qui liait nos honoraires à des critères de préparation mesurables. Nous n'avons pas demandé à la coalition de faire confiance à nos promesses. Nous les avons invités à tester nos systèmes. Lorsque la session s'est terminée, les applaudissements ont commencé timidement, puis ont augmenté. Les représentants de la coalition ont entouré notre table de questions. 2 directeurs d'hôpitaux qui avaient prévu de se retirer ont demandé des réunions privées. Michael est resté assis jusqu'à ce qu'un de ses associés lui ordonne de sortir dans le couloir. Je l'ai retrouvé près d'un couloir de service 20 minutes plus tard. Jessica était déjà là. Elle lui a demandé directement s'il avait envoyé les documents. Michael a ri et a qualifié l'accusation de ridicule. Il a dit que les concurrents s'attaquaient tout le temps et nous a accusés d'être dramatiques. Puis il m'a regardé et a commis son erreur. Peut-être que tu devrais être reconnaissante, a-t-il dit. Ce petit coup monté t'a offert un moment héroïque sur scène. Jessica le regarda fixement. Tu as appelé ça un coup monté. Les yeux de Michael ont vacillé. Je voulais dire celui qui l'a fait. J'ai demandé comment il savait que l'expéditeur s'attendait à ce que nous nous retirions. Ce détail n'avait pas été rendu public. Michael m'a dit que je déformais ses paroles. Il s'est approché et a baissé la voix. Tu penses qu'une bonne présentation te rend importante. Tu diriges une entreprise de nettoyage. Les gens comme moi décident si des entreprises comme la tienne sont assurées. Voilà. La croyance sous-jacente à tout. Michael ne pensait pas que mon travail avait de la valeur à moins que quelqu'un de son monde ne l'approuve. Il avait vu mon succès et l'avait interprété comme un vol dans la hiérarchie familiale. Jessica a retiré sa bague de fiançailles et l'a tenue dans sa paume. Elle ne l'a pas encore rendue, mais Michael a vu le geste. Sa confiance s'est fissurée. Il lui a dit de ne pas laisser ma jalousie entacher leur relation. Jessica a demandé pourquoi il avait menti sur ma carrière, pourquoi il m'avait décrite comme instable et pourquoi il l'avait interrogée sur des dossiers professionnels confidentiels. Michael a dit qu'il l'avait protégée. Protégée de quoi?
de travailler pour une femme qu'il avait passé des années à qualifier d'échec. Il s'est tourné vers moi. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas supporter que la famille me célèbre pour une fois. Pour une fois. J'ai failli rire. Mes dîners d'anniversaire d'enfance avaient été reportés pour ces matchs de football. Ma remise de diplôme universitaire s'était terminée plus tôt parce qu'il avait un événement client. J'avais terminé sa présentation de licence, couvert ses dettes 2 fois et gardé le silence pendant qu'il acceptait les louanges pour un travail que j'avais fait. Pourtant, dans l'esprit de Michael, chaque pièce lui appartenait avant même qu'il n'y entre. Je lui ai dit que je n'avais pas envoyé les fichiers anonymes, ni menti à Jessica, ni ne m'était banni de sa fête de fiançailles. Il avait créé chaque problème qui se tenait devant lui. Puis j'ai dit quelque chose qu'il ne s'était clairement jamais attendu à entendre de ma part. Je ne suis pas en compétition avec toi, Michael. Tu t'effondres sous le poids d'une image que j'ai cessé d'admirer il y a des années. Son associé principal s'est approché avant qu'il ne puisse répondre et a demandé son téléphone et son ordinateur portable d'entreprise. Le courtage avait ouvert une enquête interne. Michael a d'abord refusé, affirmant que ses appareils personnels étaient privés. Ce refus n'a fait qu'accroître les soupçons. La sécurité l'a escorté hors de la salle de conférence pendant que les gens qui le saluaient autrefois comme une étoile montante évitaient son regard. Cet après-midi-là, la coalition de la santé a choisi Amberlin comme partenaire de redressement privilégié, sous réserve d'un examen final. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, j'ai ressenti la vieille douleur de savoir que mon propre frère avait tenté de saboter les moyens de subsistance de 86 employés parce qu'il ne pouvait pas supporter de me voir réussir. La justification semble satisfaisante lorsqu'on l'imagine de loin. En réalité, découvrir que quelqu'un que vous aimiez a choisi de vous faire du mal ne laisse aucune émotion nette derrière. Ce soir-là, ma mère a appelé. Elle n'a pas demandé si les allégations étaient vraies. Elle a demandé pourquoi j'avais humilié Michael en public. Les premiers mots de ma mère furent « Quoi qu'il se soit passé entre vous deux aurait dû rester privé ». J'ai demandé si la soumission de documents de sécurité fabriqués à une conférence d'affaires comptait comme un désaccord privé. Elle a dit que Michael avait nié avoir envoyé quoi que ce soit et m'a averti de ne pas affecter sa carrière à cause d'un ressentiment fraternel. Puis mon père a rejoint l'appel. La voix de Richard portait la même autorité froide qu'il avait utilisée en me bannissant de la fête de fiançailles. Il voulait que je retire ma plainte, que j'arrête de parler à l'employeur de Michael et que j'assiste à la célébration pour que la famille puisse présenter une image unie. Je lui ai rappelé que je n'avais pas été invité. Il y a eu une pause. Puis il a dit, « Tu sais ce que je veux dire. » Oui, je savais exactement ce qu'il voulait dire. Quand ils pensaient que j'étais insignifiante, m'exclure protégeait leur image. Maintenant que Michael était sous enquête, m'inclure pourrait la protéger. Il ne voulait pas de réconciliation. Il voulait avoir accès à ma crédibilité. J'ai refusé d'interférer avec l'enquête. Le ton de mon père s'est durci. Il m'a accusé de me réjouir des ennuis de Michael et a dit que mon succès m'avait rendue arrogante. Je lui ai posé une question que j'avais évitée pendant des années. Quand as-tu demandé pour la dernière fois ce que mon entreprise fait réellement? Il a changé de sujet. J'ai demandé combien de personnes j'employais. Il ne le savait pas. J'ai demandé s'il savait que j'avais coordonné des évacuations d'hôpitaux lors d'un incendie de forêt. Silence. J'ai demandé s'il savait que Michael avait utilisé mon travail pour obtenir sa première promotion. Ma mère a dit que le passé n'était pas pertinent. Le passé devient très vite non pertinent lorsqu'il expose la personne qu'une famille a choisi d'adorer. Cette nuit-là, mes parents ont publié un long message sur les réseaux sociaux sur la loyauté, le pardon et la douleur de voir l'ambition diviser les frères et sœurs. Ils ne m'ont pas nommé, mais les parents ont compris. Plusieurs ont appelé pour me dire que je devrais être la plus magnanime. Une tante a dit que Michael avait toujours été sensible à mon intelligence et que j'aurais dû le traiter avec douceur. Apparemment, son insécurité était ma responsabilité tandis que mon humiliation n'était qu'un moyen de forger mon caractère. Michael a appelé 13 fois. Je n'ai pas répondu. Ces messages passaient par des étapes prévisibles, moquerie, déni, colère, marchandage, puis de sévères avertissements. Il a affirmé avoir des contacts qui pourraient rendre Amberlin inassurable. Il a prévenu que la plainte anonyme paraîtrait pire une fois que les journalistes commenceraient à poser des questions. Finalement, il a dit que Jessica ne resterait jamais dans une entreprise qui a fait tomber son futur mari.
Jessica était assise en face de moi lorsque ce message est arrivé. Elle avait quitté la conférence et était allée directement à l'appartement de sa sœur au lieu de rentrer chez elle avec Michael. La fête de fiançailles était toujours prévue pour samedi, mais elle ne savait plus si elle aurait lieu. Elle m'a montré des courriels que Michael avait envoyés depuis un compte personnel à l'un des anciens sous-traitants d'Amberlin. Il offrait de l'argent pour des informations négatives sur nos projets. Le sous-traitant avait refusé et avait transmis les messages à Jessica après avoir reconnu son nom sur le site web de notre entreprise. Cette preuve a changé la situation. Ce n'était plus un soupçon basé sur des métadonnées. Michael avait activement sollicité des affirmations préjudiciables. Jessica a donné les courriels à notre avocat et à l'enquêteur du courtage. Elle a également révélé que Michael lui avait emprunté de l'argent pour soutenir ce qu'il décrivait comme un fonds d'investissement privé. En réalité, il en avait placé une grande partie dans l'entreprise de redressement concurrente représentée au forum. Si Amberlin perdait le contrat du système de santé, la valeur du concurrent augmenterait, et Michael en profiterait personnellement. Son motif n'était pas seulement la jalousie. C'était financier. La fête de fiançailles a eu lieu car mes parents avaient déjà payé la salle et refusaient d'annuler. Jessica y a assisté moins de 20 minutes. Elle est arrivée sans sa bague, a demandé à parler en privé avec Michael et a officiellement mis fin aux fiançailles. Michael a crié assez fort pour que les invités l'entendent. Il l'a accusé de m'avoir choisi plutôt que lui et a affirmé que je l'avais manipulé avec de l'argent et un titre prestigieux. Jessica a répondu qu'elle ne partait pas à cause de moi. Elle partait parce qu'il avait menti, utilisé des informations confidentielles, risqué sa carrière et tenté de saboter une entreprise employant des dizaines de personnes innocentes. Plusieurs invités ont enregistré la confrontation. À minuit, des fragments sont apparus en ligne. La célébration soigneusement planifiée de mes parents est devenue de toute façon un spectacle public, non pas parce que j'y étais, mais parce que le fils qu'ils protégeaient ne pouvait plus contrôler son comportement. Pendant que la fête se délitait, j'étais au siège d'Amberlin avec nos équipes juridiques et de sécurité. Nous avons retracé le courriel anonyme jusqu'à un compte temporaire consulté via le réseau Wi-Fi du courtage de Michael. Les images de sécurité le montraient entrant dans une salle de réunion vide à l'heure concernée. L'enquêteur forensique a également récupéré des brouillons de son ordinateur portable d'entreprise après que le courtage ait obtenu l'autorisation légale de l'examiner. À 1h17 du matin, Michael m'a envoyé un dernier message. Règle ça ou je m'assurerai que toute la famille sache quel genre de personne tu es vraiment. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai sauvegardé pour les enquêteurs. Pour la première fois, ces tentatives d'intimidation ne m'ont pas fait peur. Elles le documentaient. Lundi matin, Michael avait été suspendu de son courtage. 2 jours plus tard, le cabinet l'a licencié pour utilisation abusive des systèmes de l'entreprise, conflits financiers non divulgués, tentative d'ingérence commerciale et manque de coopération à l'enquête. Le Conseil de l'ordre professionnel de l'État a ouvert une enquête distincte pour savoir s'il avait enfreint les exigences de conduite professionnelle. Ses plus gros clients ont été réaffectés avant midi. L'entreprise de redressement concurrente a nié avoir autorisé ses actions et a rendu son investissement pendant que ses propres avocats se préparaient à prendre leur distance avec lui. La chute de Michael n'a pas été causée par une insulte, une confrontation ou un discours dramatique. Elle est venue de la documentation. Chaque mensonge avait créé une trace. Chaque avertissement sévère avait produit un horodatage. Chaque tentative de contrôler l'histoire avait donné aux enquêteurs une autre raison de ne pas lui faire confiance. Amberlin a publié une déclaration factuelle confirmant que les allégations contre nous étaient fabriquées et que nous coopérions avec les autorités. Nous n'avons pas identifié Michael publiquement. Nous n'en avions pas besoin. Son ancien employeur a publié sa propre divulgation et les publications de l'industrie ont relié les détails en quelques heures. La coalition de la santé a terminé son examen et nous a attribué un contrat de préparation régionale de 5 ans d'une valeur supérieure à tout accord que nous avions signé auparavant. Le contrat était satisfaisant, mais le moment le plus significatif est survenu lors d'une réunion d'entreprise. Je me suis tenu devant 86 employés et leur ai dit que l'enquête avait innocenté notre travail. Plusieurs coordinateurs de terrain ont applaudi. Un technicien qui venait d'acheter sa première maison a serré Lena dans ses bras. Leur soulagement m'a rappelé pourquoi l'attaque de Michael avait été impardonnable. Il n'avait pas seulement essayé d'embarrasser sa sœur. Il avait joué avec les revenus, l'assurance maladie et l'avenir de personnes dont il ne connaissait pas les noms. Mes parents sont arrivés à mon bureau cet après-midi-là sans rendez-vous.
La réception a appelé pour me demander si je voulais que la sécurité les renvoie. J'ai failli dire oui. Au lieu de cela, je les ai autorisés à entrer dans une petite salle de réunion au rez-de-chaussée, pas dans mon bureau de direction ni dans les zones privées qu'ils n'avaient jamais pris la peine de voir. Ma mère avait l'air épuisée. Mon père avait l'air en colère que l'épuisement n'ait pas produit de sympathie. Richard a dit que Michael faisait face à la ruine financière et risquait de perdre sa licence professionnelle. Il voulait que j'envoie une lettre déclarant que je croyais que Michael avait agi sous le coup de l'émotion plutôt que par malveillance. Notre avocat lui avait dit qu'une telle lettre pourrait réduire les conséquences disciplinaires. J'ai demandé si Michael avait admis ce qu'il avait fait. Ma mère a dit qu'il n'était pas prêt parce qu'il se sentait trahi. J'ai demandé s'il s'était excusé auprès de Jessica, des employés d'Amberlin, du sous-traitant qu'il a essayé de soudoyer ou des clients qu'il a trompés. Non. Puis mon père a dit, c'est ton frère. Quelle punition est suffisante? J'ai regardé l'homme qui m'avait banni d'une célébration familiale parce que ma présence causait soi-disant de l'embarras. Maintenant, il voulait que je risque ma réputation pour sauver la personne qui avait tenté de la détruire. Les conséquences ne sont pas une punition simplement parce qu'elles arrivent à quelqu'un que vous aimez, ai-je dit. Ma mère s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'ils avaient fait des erreurs et a admis qu'ils auraient dû en apprendre davantage sur mon entreprise. Mais même ces excuses se concentraient sur ce qu'ils n'avaient pas su, et non sur ce qu'ils avaient choisi de croire. Ils avaient accepté chaque histoire flatteuse que Michael racontait et chaque histoire cruelle qu'il racontait sur moi parce que ces histoires préservaient la structure familiale qu'ils préféraient. Je leur ai donné 3 conditions avant d'envisager toute relation future. Premièrement, ils devaient supprimer leurs publications sur les réseaux sociaux insinuant que l'ambition avait divisé la famille et la remplacé par une déclaration véridique reconnaissant qu'ils m'avaient publiquement blâmé sans connaître les faits. Deuxièmement, ils devaient dire à notre famille élargie que je n'avais pas causé l'enquête de Michael ni la décision de Jessica. Troisièmement, ils devaient cesser de me demander d'intervenir dans les conséquences juridiques, de licence ou d'emploi. Mon père a qualifié les conditions d'humiliantes. J'ai répondu, vous étiez à l'aise de m'humilier quand vous croyez que je n'avais aucun pouvoir. Pourquoi la vérité devient-elle cruauté quand elle s'applique à Michael? Il s'est levé si rapidement que sa chaise a raclé le sol. Il a dit que j'avais changé. Cette partie était vraie. L'ancienne Sarah aurait adouci ses paroles pour préserver la paix. Elle aurait accepté des excuses partielles, écrit la lettre et passé des années à s'en vouloir. La femme assise en face de lui ne considérait plus le silence comme une forme d'amour. Mes parents sont partis sans accepter. Ce soir-là, Michael est apparu dans le parking des employés. Il avait suivi la voiture de Jessica, supposant qu'elle travaillerait encore tard. La sécurité l'a arrêté avant qu'il n'entre dans le bâtiment, mais il a crié mon nom jusqu'à ce que je descende avec 2 gardes et notre avocat en haut-parleur. Michael ne ressemblait en rien à l'homme soigné de la conférence. Sa cravate était de travers, ses yeux étaient injectés de sang et sa confiance s'était transformée en désespoir. Il m'a accusé de lui avoir volé sa carrière, sa fiancée et le respect de ses parents. Je lui ai dit que Jessica n'était pas une propriété. Sa carrière s'était terminée à cause de ses décisions, et le respect de nos parents ne m'avait jamais appartenu. Puis il a dit quelque chose qui a finalement expliqué des années d'hostilité. Tu étais censé avoir besoin de nous. Tu étais censé revenir après l'échec de cette entreprise. Mon échec faisait partie de leur plan. Tant que je luttais, Michael restait l'enfant qui réussissait. Mes parents restaient les juges, et je restais reconnaissante pour des miettes d'approbation. Amberlin n'avait pas seulement changé mes revenus. Cela avait détruit le rôle qu'il m'avait assigné. Michael a exigé que je dise que les preuves avaient été mal comprises. J'ai refusé. Il s'est avancé vers moi et la sécurité l'a bloqué. Avant de partir, il a dit qu'il regretterait d'avoir choisi des étrangers plutôt que le sang. J'ai répondu, mes employés n'ont pas essayé de me ruiner. Toi, si. La semaine suivante, le Conseil de l'Ordre a suspendu l'autorisation de Michael de vendre de l'assurance commerciale en attendant une audience complète. Son appartement a été mis en vente peu de temps après car il ne pouvait plus se permettre les paiements. Plusieurs parents qui m'avaient pressé de lui pardonner ont cessé d'appeler une fois qu'ils ont appris qu'il leur avait demandé de l'argent. Mes parents ont finalement publié la correction que j'avais demandée. Elle était rigide, brève et clairement douloureuse pour eux. Mais pour la première fois, ils ont déclaré publiquement que j'avais bâti une entreprise légitime, que Michael avait agi sans ma participation et que me blâmer avait été une erreur. Je n'ai pas célébré.
La responsabilité est nécessaire, mais elle ne peut pas rendre les années passées à croire que vous deviez mériter le droit d'être respecté. 6 mois plus tard, Amberlin a ouvert un nouveau centre de formation régional près de Denver. Nous avons transformé un bâtiment de distribution abandonné en un environnement d'urgence simulé où les équipes hospitalières, les directeurs d'usines, les administrateurs d'écoles et les intervenants locaux pouvaient s'entraîner aux évacuations, aux pannes de communication et à la reprise après sinistre. Le jour de l'ouverture, je me tenais à côté de Lena et regardais le premier groupe effectuer un exercice de panne de courant. Personne dans ce bâtiment ne se souciait que mon père m'ait un jour considéré comme une source d'embarras. Il se souciait de savoir si les systèmes que nous avions construits garderaient les gens en vie. Jessica est restée notre directrice de la stratégie client. Elle a obtenu une promotion après avoir dirigé le partenariat avec le système de santé, non pas à cause de notre lien familial mais parce que son travail le méritait. Nous avons établi des règles plus strictes sur les conflits d'intérêts, des contrôles de documents plus solides et des garanties supplémentaires pour les employés confrontés à la pression de partenaires ou de parents. Jessica ne s'est jamais réconciliée avec Michael. Elle m'a dit plus tard que la partie la plus douloureuse n'était pas de découvrir sa malhonnêteté. C'était de réaliser combien de signes avant-coureurs elle avait minimisés parce qu'il était charmant lorsqu'il était mis au défi. La licence de Michael a finalement été révoquée pour 3 ans. Il a évité de graves conséquences juridiques après avoir conclu un règlement civil, remis ses dossiers d'investissement et accepté de payer des dommages-intérêts au fil du temps. La perte de sa carrière ne l'a pas transformé du jour au lendemain. Pendant des mois, il a dit à ses proches que j'avais utilisé des avocats d'entreprise pour l'écraser. Puis les gens ont cessé de répéter sa version. Il est difficile de rivaliser éternellement avec les preuves. Mes parents et moi ne sommes pas revenus aux dîners hebdomadaires ni n'avons fait semblant que tout était guéri. Ma mère a commencé à suivre une thérapie et envoyait occasionnellement des messages qui ne contenaient ni culpabilité, ni exigence, ni nouvelles de Michael. Au début, même la gentillesse ordinaire de sa part me rendait méfiante. C'était l'un des coups cachés du favoritisme. Quand l'amour est toujours arrivé avec des conditions, la sincérité ressemble à un autre piège. Mon père a résisté plus longtemps. Il voulait que le pardon fonctionne comme un reçu prouvant que sa dette avait été payée. Lors de notre première conversation après la correction publique, il a dit « Nous avons admis que nous avions tort. Que veux-tu de plus ?» Je lui ai dit que je ne voulais rien. Cette réponse l'a plus déstabilisé que la colère ne l'aurait fait. Je ne négociais plus pour une place dans son approbation. Que nous construisions une relation plus saine dépendait de ce qu'il faisait de manière cohérente, pas de ce que je le suppliais de comprendre. 1 an après les fiançailles annulées, mes parents ont assisté à un événement de préparation communautaire d'Amberlin. Ils se sont assis au dernier rang. Mon père ne s'est pas présenté comme le père de la directrice générale. Il a écouté pendant que je parlais de redressement, de responsabilité et des dangers d'ignorer les petites défaillances jusqu'à ce qu'elles deviennent des catastrophes. Après, il s'est approché de moi, seul. Je pensais que le succès devait ressembler à Michael, a-t-il dit. Je pense que j'en avais besoin aussi. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un aveu de la vérité. Louer Michael avait permis à mon père de louer une version de lui-même. Ambitieux, soigné, admiré, jamais publiquement incertain. Mes choix l'effrayaient parce qu'il ne dépendait pas de ses contacts ni ne suivait le chemin qu'il comprenait. Au lieu d'admettre sa peur, il m'a qualifié d'échec. Je lui ai dit que j'appréciais l'honnêteté, mais que l'honnêteté ne restaurait pas automatiquement la confiance. Il a hoché la tête. Pour une fois, il n'a pas discuté. Les gens imaginent parfois la justification comme un moment parfait où la personne qui vous a blessé perd tout pendant que vous vous en allez indemne. Mon expérience a été moins cinématographique. Michael a fait face à des conséquences. Mes parents ont été forcés de confronter leur favoritisme. Et j'ai obtenu la reconnaissance publique qu'ils m'avaient autrefois refusée. Pourtant, rien de tout cela n'a effacé le souvenir d'être debout dans mon bureau avec un cadeau de fiançailles emballé pendant que mon père me disait que mon existence embarrasserait la famille. Ce qui a changé, ce n'est pas le passé. Ce qui a changé, c'est ma volonté de laisser le passé définir ma valeur. Je croyais autrefois qu'un accomplissement extraordinaire ferait enfin en sorte que ma famille me voie. Puis j'ai bâti une entreprise, protégé des vies, créé des emplois, et j'ai quand même dû être présenté à mon frère comme la patronne de sa fiancée avant qu'il ne comprenne que j'avais de l'importance. Cela m'a appris quelque chose que le succès seul n'aurait jamais pu m'apprendre.
Les personnes déterminées à vous diminuer réinterpréteront chaque accomplissement jusqu'à ce que vous cessiez de leur demander de le juger. Le sang crée un lien, mais il ne garantit pas la sécurité, la loyauté ou le respect. Parfois, la distance n'est pas de la cruauté. Parfois, c'est la limite qui empêche l'amour de devenir une permission de vous faire du mal. Le pardon peut être significatif, mais le pardon sans responsabilité est simplement une invitation à répéter la blessure. Je n'ai pas gagné parce que Michael a perdu sa carrière. J'ai gagné lorsque j'ai cessé d'avoir besoin de son échec pour valider mon succès. J'ai gagné lorsque mes employés ont su que je les défendrais, lorsque Jessica a choisi la vérité plutôt que les apparences, et lorsque j'ai pu m'asseoir en face de mon père sans me réduire au rôle qu'il avait écrit pour moi. Ma famille m'a qualifié d'échec parce qu'ils croyaient que je reviendrais toujours leur demander de reconsidérer leur jugement. Au lieu de cela, j'ai bâti une vie où leur verdict n'avait aucune autorité. Peut-être qu'un jour, Michael acceptera la responsabilité sans me blâmer. Peut-être que mes parents et moi créerons quelque chose d'honnête à partir de ce qui reste. Je suis ouverte au changement, mais je ne confonds plus l'espoir avec l'accès. Quiconque veut une place dans ma vie doit arriver avec respect, constance et des actions qui correspondent à ses excuses. Parce que la plus grande justification n'est pas de regarder les gens qui vous ont sous-estimé souffrir. C'est de devenir si ancré dans votre propre valeur qu'ils ne peuvent plus contrôler votre avenir. Alors dites-moi honnêtement, si votre famille vous excluait, mentait à votre sujet et ne s'excusait qu'après que la vérité soit devenue publique, leur pardonneriez-vous immédiatement ou attendriez-vous que leurs actions prouvent que les excuses étaient sincères? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Tout dans cette histoire fictive est uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion. Nous espérons qu'elle vous rappelle que la version la plus forte de vous-même pourrait être celle qui trouve sa justification en étant celle qui n'a plus besoin des personnes qui vous ont un jour fait sentir impuissant. Ce genre de force est silencieux, constant et profondément libérateur.